Le directeur la méprisait devant tout le monde, jusqu'à ce qu'un vieux millionnaire apparaisse. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le parfum intense de la sauce tomate fraîche flottait dans l'air tandis qu'Élodie ajustait son tablier noir sur son uniforme impeccablement repassé. Ses mains tremblèrent légèrement, non pas de nervosité mais d'épuisement après une nouvelle nuit à mal dormir, en étudiant pour les examens de la faculté de gastronomie. Le restaurant Le Magnifique, l'un des plus prestigieux de Montmartre, commençait à recevoir ses premiers clients de la journée. « Élodie, les plats de la table 5 ne sont toujours pas sortis. » La voix stridente de Monsieur Richard, le directeur, trancha l'air comme un couteau affûté. Elle respira profondément, gardant la composure que sa mère, Madame Cécile, lui avait toujours enseignée. D'un pas agile, elle équilibra habilement le lourd plateau, servant les plats avec un sourire sincère qui illuminait son visage. « Tout est parfait, ma chère. » La dame de la table 5 lui tint la main un instant. « Je n'ai jamais goûté un risotto aussi bien servi et à la température idéale. » Élodie sentit la chaleur du compliment réchauffer son cœur, mais ce moment fut brutalement interrompu. Si mademoiselle a terminé son moment d'autopromotion, d'autres tables attendent, lança Monsieur Richard, son regard chargé de dédain. Élodie, déglutit, sentant le goût amer de l'humiliation quotidienne. Dans les coulisses de la cuisine, entre les casseroles et les marmites, Élodie trouvait son refuge. Là, elle observait attentivement chaque mouvement des chefs, absorbant les connaissances, comme une éponge. Sa passion pour la gastronomie débordait dans chaque geste, chaque explication aux clients sur les plats, chaque suggestion précise d'accord mais vain. « Tu devrais être à la fac », commenta Sophie, sa collègue la plus proche, tandis qu'elles organisaient les couverts. « Ah, attends, tu y es déjà ?» Le sourire complice entre les deux était une petite victoire quotidienne. Élodie travaillait en horaires épuisants, alternant avec les cours du soir à la faculté de gastronomie. Chaque centime de ses pourboires était soigneusement mis de côté, divisé entre les frais de scolarité et les soins pour sa mère qui luttait contre une maladie chronique. Un jour, murmurait-elle à elle-même en nettoyant une table de plus, « J'aurai mon propre restaurant, un endroit où chaque employé sera traité avec le respect qu'il mérite. » La soirée avançait et le restaurant bouillonnait. C'était un vendredi typique au Magnifique, avec ses nappes de lin impeccables et ses couverts en argent étincelant. Élodie circulait entre les tables avec la grâce d'une ballerine, mémorisant les commandes, les préférences et les restrictions alimentaires de chaque client. M. Richard, quant à lui, semblait prendre un plaisir particulier à la rabaisser. Quand elle suggéra une nouvelle façon d'organiser les commandes pour accélérer le service, il l'ignora complètement. Quand elle reçut des compliments d'un client important, il redirigea rapidement les mérites vers un autre serveur. Mais Élodie avait appris à transformer chaque humiliation en carburant pour ses rêves. Alors qu'elle servait une table particulièrement exigeante, expliquant avec passion chaque élément du menu dégustation, elle ne remarqua pas qu'elle était attentivement observée par une dame élégante aux cheveux argentés qui venait d'entrer dans le restaurant. La femme s'assit seule à une table discrète, ses yeux attentifs suivant chaque mouvement dans la salle. Lorsqu'Élodie s'approcha pour la servir, quelque chose dans la posture sereine de la cliente la fit se sentir instantanément accueillie. La dame aux cheveux argentés se présenta comme Béatrice, et il y avait quelque chose dans son regard qui transmettait une sagesse sereine. « Parlez-moi du menu d'aujourd'hui, s'il vous plaît », demanda-t-elle, avec un sourire gentil qui contrastait avec la froideur habituelle des clients les plus raffinés. Élodie se sentit à l'aise pour partager non seulement les plats, mais aussi les histoires derrière chaque préparation. Elle parla de l'origine des ingrédients, des techniques utilisées et des possibles accords avec les vins. Ses yeux brillaient en décrivant comment le chef avait créé une réinterprétation moderne de plats traditionnels français. « Je remarque que vous comprenez bien plus que simplement servir des tables, » observa Béatrice, tout en savourant une entrée de coquilles Saint-Jacques grillées. « Où avez-vous appris tant sur la gastronomie ?»« J'étudie la gastronomie, » répondit Élodie, avec une fierté à peine contenue. « Chaque jour ici est une opportunité d'apprendre davantage, même dans les situations les plus difficiles. » M. Richard s'approcha visiblement dérangé par la conversation prolongée. « Élodie, d'autres tables ont besoin d'attention. » interrompit-il sèchement. Mais Béatrice leva la main dans un geste élégant qui le fit taire,
Je suis très bien servie, déclara-t-elle, avec une autorité naturelle qui fit reculer le directeur. En fait, c'est l'un des meilleurs services que j'ai reçus après des années d'expérience gastronomique. Au cours de la soirée, Béatrice goûta chaque plat avec une attention contemplative, posant des questions perspicaces auxquelles Élodie répondait avec une connaissance et une passion évidente. La jeune serveuse réussissait à équilibrer magistralement l'attention spéciale accordée à la dame avec ses autres responsabilités dans la salle. Vers la fin du service, Béatrice demanda la présence du chef et du directeur à sa table. « J'aimerais féliciter publiquement le travail exceptionnel de cette jeune femme », annonça-t-elle, sa voix claire attirant l'attention des tables voisines. Sa connaissance technique combinée à une hospitalité authentique est exactement ce dont la haute gastronomie a besoin. Le visage de M. Richard se contorsionna en un sourire forcé. « Élodie n'est qu'une serveuse débutante », tenta-t-il de minimiser, mais Béatrice l'interrompit avec élégance. « Une serveuse débutante qui démontre plus de compréhension de l'hospitalité et de la gastronomie que de nombreux professionnels expérimentés que j'ai rencontrés, » répliqua-t-elle avec une fermeté sereine. Après le départ de Béatrice, l'ambiance dans le restaurant devint tendue. Élodie percevait les regards furieux de M. Richard, mais resta concentrée sur ses tâches jusqu'à la fin du service. Quand le dernier client partit et que l'équipe commençait à organiser la salle pour le lendemain, le directeur l'appela dans son bureau. « Votre comportement aujourd'hui était inacceptable », déclara-t-il, son visage rouge de colère contenue. « Vous avez dépassé toutes les limites, monopolisant l'attention d'une cliente importante et manquant de respect à la hiérarchie du restaurant. » Élodie tenta de s'expliquer, mais fut brusquement interrompue. « Vous êtes licencié », décréta-t-il, lui tendant une enveloppe avec ses documents. « Inutile de faire votre préavis. » Les mains tremblantes, Élodie récupéra ses affaires dans le vestiaire. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage, tandis qu'elle pensait à comment annoncer la nouvelle à sa mère, comment payer la faculté, comment maintenir les factures à jour. En sortant par la porte arrière du restaurant, la chaude nuit de Montmartre l'enveloppa. La Seine grondait au loin comme si elle partageait son indignation. Élodie respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. Elle n'imaginait pas qu'en moins de 24 heures, sa vie prendrait un tournant complet et que cette humiliation se transformerait en premier chapitre d'une histoire extraordinaire. Le soleil avait à peine commencé à se lever quand la sonnette du modeste appartement d'Élodie retentit. Encore vêtue de son pyjama fleuri et les yeux lourds d'une nuit de mauvais sommeil, elle ouvrit la porte pour trouver un messager élégamment vêtu. « Mademoiselle Élodie Martin ?» demanda-t-il, tendant une enveloppe à en-tête. « Madame Béatrice, Moreau vous invite à prendre un petit déjeuner à l'hôtel Ritz dans 1 heure. » Élodie sentit son cœur s'accélérer en reconnaissant le nom. Béatrice, la cliente mystérieuse de la nuit précédente. Ses mains tremblèrent légèrement en tenant l'enveloppe, qui contenait une délicate carte avec des lettres dorées, confirmant l'invitation. « Ma fille, qui était-ce » demanda Madame Cécile depuis la cuisine, où elle préparait son thé matinal. Élodie courut pour raconter à sa mère l'invitation inattendue, montrant la carte élégante comme si c'était un trésor nouvellement découvert. « Vas-y, ma fille », encouragea Madame Cécile avec ce sourire sage qui réchauffait toujours le cœur d'Élodie. Quelque chose me dit que cette dame n'est pas une cliente ordinaire. En moins d'1 heure, Élodie franchissait les portes imposantes du Ritz. Le hall luxueux, avec ses lustres en cristal et ses meubles classiques, contrastait fortement avec la simplicité de sa robe bleu marine, le vêtement le plus approprié qu'elle avait pu trouver dans sa garde-robe. Un maître d'hôtel la conduisit jusqu'au restaurant de l'hôtel, où Béatrice l'attendait déjà. L'élégante dame était assise près d'une des fenêtres donnant sur la place Vendôme, vêtue d'un ensemble en soie au ton pastel qui accentuait encore sa posture aristocratique. « Élodie, je suis ravi que vous ayez pu venir », sourit Béatrice indiquant la chaise en face d'elle. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai pris la liberté de commander une sélection spéciale pour notre petit déjeuner. » Comme par magie, des serveurs commencèrent à servir une véritable œuvre d'art gastronomique. Des pains, artisanaux encore chauds, des fruits exotiques parfaitement disposés, des œufs bénédictines avec une sauce hollandaise veloutée et une variété de fromages et de charcuteries qui feraient soupirer n'importe quel chef. Avant toute chose,
commença Béatrice, son regard pénétrant fixé sur Élodie, « je dois me présenter correctement. Je suis Béatrice Moreau, fondatrice et présidente du groupe Moreau de gastronomie. » Élodie faillit s'étouffer avec son café. Le groupe Moreau était l'un des plus grands conglomérats de restaurants haut de gamme de France, incluant le Magnifique, où jusqu'à hier elle travaillait. « Hier soir, je ne faisais pas simplement dîner, » continua Béatrice. « Je faisais une visite surprise dans l'un de mes établissements. Je le fais régulièrement, mais je trouve rarement quelqu'un qui m'impressionne autant que vous. » Élodie sentit son visage rougir intensément. « Madame Moreau, S'il vous plaît, appelez-moi Béatrice, » interrompit la dame avec gentillesse. « Élodie, ce qui s'est passé hier soir était inacceptable. Richard sera dûment écarté de ses fonctions. Mais je ne vous ai pas appelé ici pour parler de cela. » Béatrice fit une pause, se servant plus de café avant de continuer. « Pendant des années, j'ai cherché quelqu'un qui comprend vraiment le sens de l'hospitalité, quelqu'un avec une passion authentique pour la gastronomie et surtout avec l'humilité nécessaire pour apprendre et grandir. » Élodie écoutait, attentivement, son cœur battant de plus en plus fort. « J'ai une proposition pour vous, » déclara Béatrice, ses yeux brillants d'un mélange d'enthousiasme et de sérieux. « Je veux vous aider à ouvrir votre propre restaurant. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le tintement doux des tasses et des couverts des tables voisines. Élodie cligna plusieurs fois des yeux, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Mais comment ?» balbutia-t-elle finalement. « Le groupe Moreau financera intégralement votre projet, » expliqua Béatrice. « Vous aurez une totale liberté créative et administrative ainsi qu'un soutien pour terminer vos études. En échange, je veux que vous transformiez votre vision de l'hospitalité en réalité. » Élodie sentit les larmes se former au coin de ses yeux. « C'est très généreux de votre part, mais pourquoi moi ?» Béatrice sourit, se penchant légèrement en avant. « Parce qu'en 5 minutes de conversation avec vous hier, j'ai appris plus sur la passion pour la gastronomie que dans de nombreuses réunions avec des consultants coûteux. Vous avez quelque chose qui ne s'enseigne pas dans les écoles de cuisine, un véritable amour pour ce que vous faites. » Tandis que Béatrice détaillait les termes de la proposition, Élodie avait l'impression de vivre un rêve. L'opportunité n'était pas seulement d'avoir son propre restaurant, mais de créer quelque chose de significatif, un espace qui reflétait ses valeurs et sa vision de l'hospitalité. Cet après-midi-là, Élodie traversa les rues étroites et chargées d'histoire du Marais, son cœur battant d'un rythme anxieux d'anticipation. À ses côtés, Béatrice marchait avec la même élégance sereine que toujours, la guidant parmi les hôtels particuliers jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une construction majestueuse du XIXe siècle. « Cet endroit est vide depuis des années, » expliqua Béatrice, sortant un trousseau de clés de son sac. « Mais je crois qu'il a exactement ce dont nous avons besoin. L'hôtel particulier, bien que nécessitant clairement des rénovations, dégageait une aura spéciale. Ses murs jaunis par le temps gardèrent des histoires centenaires, et les planchers qu'en bois grinçaient doucement sous leurs pieds, comme s'ils souhaitaient la bienvenue aux nouveaux visiteurs. » Élodie parcourut les pièces avec des yeux émerveillés. La salle principale, avec ses grandes fenêtres qui encadraient la vue de la ville, semblait avoir été faite sur mesure pour un restaurant. L'ancienne cuisine, spacieuse et bien ventilée, avait le potentiel d'être transformée en un espace professionnel de premier ordre. « Qu'est-ce que vous visualisez ?» demanda Béatrice, observant attentivement les réactions d'Élodie. « Je vois des tables en bois massif ici, » répondit Élodie, gesticulant avec enthousiasme. « Un éclairage chaleureux, des tons chauds sur les murs. Je veux que les gens se sentent chez eux, mais avec une touche de sophistication qui n'intimide pas. » En montant au premier étage, Élodie continuait à partager sa vision. « Nous pourrions avoir un espace pour des événements privés ici en haut. Peut-être une cave à vin climatisée dans cette petite pièce, dans le grenier. Couvert d'une fine couche de poussière, elles trouvèrent quelque chose d'intrigant. Un coffre ancien, apparemment oublié depuis des décennies. Avec précaution, elles ouvrirent le couvercle lourd, révélant un trésor inattendu, de vieux livres de recettes, des lettres jaunies par le temps et des photographies en noir et blanc qui racontèrent l'histoire de la gastronomie française. « C'est incroyable !» s'exclama Élodie, feuilletant délicatement l'un des livres. « Ce sont des recettes traditionnelles, certaines qu'on ne trouve presque plus. Regardez, il y a même des annotations dans les marges. »
Béatrice sourit, percevant l'éclat dans les yeux de la jeune femme. « Il semble que cet endroit vous attendait, » commenta-t-elle, « et si nous utilisions cette découverte comme inspiration ?» Pour le concept du restaurant, Élodie acquiesça avec enthousiasme. « Nous pourrions l'appeler Racine, » suggéra-t-elle. « Un lieu qui honore nos traditions culinaires, mais avec une approche contemporaine. » Dans les jours qui suivirent, Élodie se plongea à corps perdu dans le projet. Entre les cours à la faculté, elle consacrait chaque moment libre à planifier son restaurant. Avec le soutien de Béatrice, elle commença à monter l'équipe de ses rêves. Le premier à se joindre fut Mathieu, un jeune chef qui avait travaillé dans des restaurants étoilés en Europe, mais qui nourrissait une passion spéciale pour les ingrédients français. Pendant l'entretien, ses yeux brillèrent en voyant les livres de recettes trouvés dans le grenier. Ensuite vint Claire, une maître d'hôtel avec une vaste expérience en hospitalité, qui partageait la vision d'Élodie sur le service personnalisé. « Chaque client a une histoire, disait-elle, et une partie de notre travail est de faire partie de cette histoire de façon positive. » La sommelière Louise apporta une perspective unique. Spécialiste des vins français, elle voulait créer une carte qui valorise les producteurs régionaux. « Nous avons des vins exceptionnels qui méritent plus de reconnaissance, » argumenta-t-elle lors de sa présentation. Enfin, Pierre, un barman créatif et charismatique, compléta l'équipe principale avec sa proposition de cocktails originaux inspirés des fruits et herbes français. « J'imagine des boissons qui racontent des histoires, » expliqua-t-il, chacune représentant une région, une tradition. Tandis que la rénovation de l'hôtel particulier avançait et que l'équipe se formait. Élodie sentait qu'elle construisait bien plus qu'un restaurant. Elle donnait vie à un rêve partagé. Chaque décision, depuis le choix des fournisseurs jusqu'au design des uniformes, reflétait les valeurs auxquelles elle avait toujours cru. Respect, authenticité et passion pour la gastronomie. La nouvelle de l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le Marais se répandit rapidement dans le quartier. Tandis que la rénovation de l'hôtel particulier avançait, un autre mouvement attirait l'attention dans la même rue. La construction d'un établissement ultramoderne avec une façade en miroir et un design minimaliste. Avez-vous entendu? Parler de Gustave Martin? Demanda Claire lors d'une réunion d'équipe. Le nom fit lever les yeux de Louise, la sommelière, de sa liste de vins avec une expression préoccupée. L'entrepreneur qui possède cette chaîne de restaurants contemporains, répondit Élodie, se souvenant d'avoir lu à son sujet dans quelques magazines spécialisés. Exactement, confirma Claire, et apparemment, il est le propriétaire du nouveau restaurant en construction, ici près, l'Avent. Élodie essaya de ne pas se laisser troubler par la nouvelle, mais il était impossible d'ignorer la réputation de Gustave Martin sur le marché gastronomique. Connu pour son style agressif en affaires et pour dénigrer les établissements plus traditionnels, il avait construit un empire basé sur des plats spectaculaires et un marketing ostentatoire. Un matin particulièrement agité, alors qu'elle supervisait l'installation des fours dans la cuisine, Élodie reçut une visite inattendue. Gustave Martin en personne, impeccable dans son costume italien, traversa la salle en travaux comme s'il en était déjà le propriétaire. « Alors c'est ainsi que va fonctionner le... comment déjà? Ah oui, Racine, commenta-t-il, son ton de voix chargé d'ironie. Intéressante, votre proposition de ressusciter de vieilles recettes. Bien particulière. » Élodie garda sa composure, se rappelant les enseignements de sa mère sur la dignité. « Chaque restaurant a son identité, Monsieur Martin. Je crois qu'il y a de la place pour différentes propositions. »« Oh, bien sûr, répondit-il, passant son doigt sur une étagère récemment installée et faisant une grimace pour une poussière inexistante. « Mais vous savez, le public aujourd'hui cherche des expériences uniques, innovantes. Cette histoire de cuisine de grand-mère est tellement dépassée. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, Mathieu émergea de la cuisine, portant un plat fumant. L'arôme qui se répandit dans l'environnement était irrésistible. « Élodie, j'ai essayé une réinterprétation de cette recette de brandade que nous avons trouvée dans le vieux livre, » annonça-t-il, s'arrêtant en percevant la présence du visiteur. Le regard de Gustave se fixa sur le plat, trahissant un moment d'intérêt sincère, avant de reprendre son expression de dédain. « Eh bien, ce fut un plaisir de connaître les lieux. Bonne chance avec votre projet. » Après son départ, l'équipe se réunit autour du plat de Mathieu, mais l'ambiance avait changé.
Ne le laissez pas vous affecter, dit Élodie, bien qu'elle-même ressente une pointe d'inquiétude. Notre concept est solide, et j'y crois vraiment. Dans les semaines qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler dans le quartier. On disait que l'Avent prévoyait une inauguration spectaculaire, avec des chefs internationaux et une liste d'invités VIP. La pression sur l'équipe de Racine augmenta, mais Élodie refusait de dévier de sa vision originale. « Nous devons rester fidèles à notre objectif », insistait-elle lors des réunions d'équipe. « Nous ne sommes pas là pour rivaliser avec des feux d'artifice, mais pour créer des expériences authentiques. » C'est lors d'une de ces réunions que Pierre, le barman, apporta une information préoccupante. « Vous ne croirez pas ce que j'ai découvert, » commença-t-il, son visage normalement joyeux chargé d'inquiétude. L'Avent essaie d'engager un critique gastronomique pour publier une critique négative sur nous avant même l'inauguration. Le silence qui suivit fut pesant. Élodie sentit son estomac se retourner, mais son esprit commençait déjà à travailler sur des solutions possibles. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda Louise, sa voix tendue. « J'ai un ami qui travaille dans l'un des restaurants de Martin, » expliqua Pierre. Il a entendu une conversation sur en finir avec ce petit restaurant nostalgique avant qu'il n'ouvre. Élodie se leva, marchant jusqu'à la fenêtre de l'hôtel particulier. Le soleil de l'après-midi peignait les toits du marais de tons dorés, et au loin, elle pouvait voir la façade en miroir de l'Avent, reflétant la lumière. « Nous n'allons pas entrer dans son jeu, déclara-t-elle, se tournant vers son équipe. Mais nous n'allons pas non plus rester immobiles à attendre le coup. Claire se pencha en avant, ses yeux brillants d'une idée. Et si nous transformions cette menace en notre meilleure publicité? L'équipe passa les heures suivantes à développer une stratégie. Si Gustave Martin voulait la guerre, il répondrait avec hospitalité et authenticité. Le plan qui commençait à prendre forme n'était pas seulement une défense contre les tactiques déloyales du concurrent, mais une célébration de tout ce que Racine représentait. La stratégie de Racine commença à prendre forme avec une idée brillante de Claire, transformer la menace du critique infiltré en un événement spécial. L'équipe décida d'organiser une série de diners-tests avant l'inauguration officielle, ouverts aux critiques gastronomiques, aux influenceurs et aux habitants du quartier. « Nous les appellerons les dîners de la mémoire », suggéra Élodie, tandis que l'équipe finalisait les détails. Chaque soirée sera dédiée à ressusciter des histoires et des saveurs de différentes régions de France. La nouvelle se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. La transparence et l'originalité de la proposition attirèrent l'attention des médias spécialisés. Bientôt, la liste d'attente pour les dîners test s'allongea exponentiellement. Dans la cuisine, Mathieu travaillait sans relâche pour perfectionner chaque recette. Les anciennes annotations trouvées dans le coffre servaient de base pour des créations qui mélangeaient tradition et contemporanéité. « Regardez ça !» montra-t-il à Élodie un jour, pointant une page jaunie. « Cette technique de préparation de la sauce est différente de tout ce que j'ai vu. » Louise se plongea dans des recherches sur les vignobles familiaux français, découvrant des vins extraordinaires que peu de gens connaissaient. « Chaque vin a une histoire à raconter », expliquait-elle, organisant des dégustations avec l'équipe. « Quand nous les accordons avec nos recettes, nous créons une expérience unique. » Pierre développa une carte de cocktail qui était un véritable voyage à travers les terroirs français. « Celui-ci contient de la lavande de Provence », démontrait-il, préparant une création avec une fumée d'herbe. « Et celui-là a des mirabelles de Lorraine. » La soirée du premier dîner de la mémoire arriva. L'hôtel particulier était méconnaissable. Les murs fraîchement peints en tons terreux accueillaient les invités, tandis que des arrangements de fleurs et d'herbes françaises parfumaient l'ambiance. L'éclairage doux mettait en valeur les détails architecturaux restaurés avec soin. Parmi les premiers invités, Élodie reconnut François Martin, l'un des critiques gastronomiques les plus respectés du pays. Son cœur s'accéléra en réalisant qu'il pourrait être le critique infiltré de l'Avent, mais elle resta fidèle au plan. « Bienvenue à Racine », salua-t-elle, le guidant personnellement jusqu'à sa table. Avec naturel, elle commença à raconter l'histoire de l'hôtel particulier et la découverte du coffre dans le grenier. François écoutait avec un intérêt évident. Le menu dégustation commença à être servi. Chaque plat était accompagné d'une histoire, racontée par différents membres de l'équipe.
Mathieu présentait ses créations en expliquant les techniques traditionnelles qui les avaient inspirées. Louise surprenait tout le monde avec des accords inattendus de vin français. Ce plat, expliqua Élodie en présentant une brandade contemporaine, est basé sur une recette que nous avons trouvée dans les carnets d'une ancienne cuisinière provençale. Nous avons adapté certains éléments, mais gardé l'essence et l'amour de la préparation originale. François goûtait chaque plat avec une attention méticuleuse, prenant des notes discrètes sur son téléphone. D'autres critiques et influenceurs présents ne cachaient pas leur enthousiasme, partageant photos et commentaires sur les réseaux sociaux en temps réel. Au bar, Pierre enchantait les invités avec ses cocktails originaux. Voici la mémoire. Ancestrale, présentait-il, servant une boisson fumante dans un bol en céramique. C'est notre hommage au rituel traditionnel de préparation des herbes. À la fin de la soirée, François s'approcha d'Élodie. Son visage sérieux fit place à un sourire sincère. « Je dois vous avouer quelque chose, » commença-t-il. « J'ai été engagé pour écrire une critique négative sur cet endroit, mais ce que vous avez créé ici est extraordinaire. » Élodie ressentit un mélange de soulagement et de validation. « Merci pour votre honnêteté, » répondit-elle. « Notre seule préoccupation a toujours été de créer quelque chose d'authentique. » « Et vous avez réussi, » affirma François. « Je vais écrire ma critique, mais elle sera exactement ce que j'ai ressenti. Cet endroit est un cadeau pour la gastronomie française. » Dans les jours qui suivirent, les réseaux sociaux bouillonnaient de photos et de commentaires sur le dîner. De la mémoire. La critique de François, publiée dans l'un des principaux journaux du pays, était une déclaration d'amour à la proposition de Racine. Le texte devint viral, partagé par des milliers de personnes enchantées par l'histoire du restaurant. La répercussion du dîner de la mémoire apporta une vague d'optimisme à l'équipe de Racine, mais attira également l'attention indésirable de Gustave Martin. L'entrepreneur, furieux de l'échec de son plan, intensifia ses tentatives de nuire au restaurant. Un matin pluvieux, alors que l'équipe finalisait les préparatifs pour une nouvelle journée de test, une forte odeur de brûlé envahit la cuisine. Mathieu fut le premier à remarquer la fumée sortant d'une des prises récemment installées. « Tout le monde dehors maintenant !» cria Élodie, gardant son calme tout en coordonnant l'évacuation de l'hôtel particulier. En quelques minutes, les pompiers arrivèrent, contrôlant le début d'incendie avant qu'il ne cause des dommages majeurs. « C'était le câblage ancien », expliqua le chef des pompiers après l'inspection. « Apparemment, il y a eu une surcharge dans le système électrique. » Élodie s'assit sur les marches de l'entrée, observant le mouvement des pompiers. À ses côtés, Madame Cécile, qui était arrivée en hâte après avoir reçu la nouvelle, tenait sa main fermement. « Ma fille, cela aurait pu être bien pire, » murmura-t-elle. « Parfois, les obstacles sont des avertissements du destin pour que nous fassions plus attention. » L'équipe se réunit au café du coin, encore secouée par la frayeur. « Nous devrons refaire toute l'installation électrique, » dit Élodie, consultant les notes dans son carnet. « Cela va retarder notre inauguration d'au moins 2 semaines. » « Et cela va coûter une fortune, » ajouta Claire, préoccupée. C'est à ce moment que Béatrice arriva, sa présence sereine apportant un peu de calme au groupe. « L'argent n'est pas un problème, » déclara-t-elle, s'asseyant avec l'équipe. « Ce qui m'inquiète, c'est votre sécurité. »« Madame Béatrice, » commença Pierre, hésitant, « je crois que nous devons vous dire quelque chose d'important. » Le barman révéla alors que, lors de l'installation électrique initiale, il avait remarqué certaines irrégularités dans le travail de l'entreprise engagée, mais le responsable technique avait assuré que tout était conforme aux normes. « Et savez-vous qui est le propriétaire de l'entreprise ?» compléta Louise. « Le cousin de Gustave Martin. » Un silence pesant tomba sur le groupe. Élodie ressentit un mélange de colère et de frustration, mais aussi une détermination renouvelée. « Nous ne laisserons pas cela nous vaincre, » déclara-t-elle. Se levant, « Nous allons transformer ce contretemps en opportunité. » Dans les jours qui suivirent, une énergie différente s'empara de Racine. Tandis que des électriciens de confiance refaisaient toute l'installation, l'équipe profita du temps supplémentaire pour perfectionner encore davantage chaque détail du restaurant. Mathieu en profita pour visiter de petits producteurs locaux, établissant des partenariats qui garantiraient des ingrédients frais et uniques. « J'ai trouvé une dame qui cultive des herbes rares dans son jardin, » raconta-t-il enthousiaste. « Certaines sont des variétés que nous pensions perdues. Louise,
enrichit la carte des vins, incluant des crus de petites vignobles familiales qu'elle avait découverts dans ses recherches. Chaque producteur a une histoire incroyable, expliquait-elle. Nous allons créer une carte vinicole française sur nos murs. Claire développa un système d'accueil personnalisé, créant des fiches détaillées sur les clients qui avaient déjà participé au Guinness Test. Quand ils reviendront, ils seront surpris de voir que nous nous souvenons de leurs préférences. Pierre transforma le bar en un véritable laboratoire de saveurs françaises. « Je fais fermenter des fruits locaux », montra-t-il fier. « Chaque cocktail sera une expérience sensorielle complète. » Élodie, quant à elle, profita du temps supplémentaire pour visiter chaque fournisseur personnellement, connaissant leurs histoires et renforçant les liens. Lors d'une de ces visites, elle rencontra Monsieur Jacques, un homme qui produisait des fromages artisanaux suivant des recettes centenaires de sa famille. « Ma fille, dit-il, offrant une tranche de fromage affiné, ceci est de l'histoire vivante. Chaque pièce porte la connaissance de générations. » Le soir, quand l'hôtel particulier était silencieux, Élodie montait jusqu'au grenier, où le coffre avec les vieux livres avait été soigneusement préservé. Là, à la lumière d'une lampe vintage qu'elle avait trouvée dans une brocante du quartier, elle plongeait dans les histoires et les recettes, imaginant les mains qui avaient écrit ces pages jaunies. L'incident avec le câblage électrique, qui aurait pu être un coup dévastateur, finit par renforcer encore davantage les liens entre l'équipe de Racine. La nouvelle de l'événement se répandit rapidement dans le quartier et la réponse de la communauté fut surprenante. Madame Françoise, propriétaire de la boulangerie du coin, apparut un matin avec un panier de pain frais pour les ouvriers, qui refaisaient l'installation électrique. « Vous faites déjà partie de notre famille », déclara-t-elle avec un sourire accueillant. Les habitants du Marais, connus pour leur esprit communautaire, commencèrent à se mobiliser. Des artistes locaux offrirent des œuvres pour décorer les murs du restaurant, racontant l'histoire du quartier à travers leurs toiles et photographies. « C'est plus que de la décoration », expliqua Élodie à son équipe, tandis qu'ils accrochaient un tableau particulièrement touchant qui représentait l'hôtel particulier dans ses jours de gloire. « C'est la communauté qui nous embrasse, qui nous accueille. » Pendant ce temps, à l'avant, Gustave Martin continuait avec ses plans grandioses. D'immenses panneaux publicitaires annonçaient à l'arrivée du futur de la gastronomie et des rumeurs sur un chef international célèbre circulaient dans les médias spécialisés. « Il dépense une fortune en marketing », commenta Claire lors d'une réunion. « Mais vous savez ce que j'ai remarqué? Personne ne parle de la nourriture, du concept. Tout tourne autour du spectacle. » Élodie sourit, feuilletant encore une fois les vieux carnets trouvés dans le coffre. « C'est peut-être notre plus grande force, » réfléchit-elle. « Chaque recette ici raconte une histoire réelle. Chaque ingrédient a une signification. » La réfection électrique avançait rapidement, grâce aux efforts de la nouvelle équipe technique. Durant cette période, Élodie et son équipe profitèrent pour réaliser de petits événements itinérants dans le quartier, apportant un peu de l'essence de Racine dans différents espaces. L'un de ces événements eut lieu dans l'atelier de M. Marcel, un artiste local qui transformait des matériaux recyclés en sculptures. Parmi ses œuvres, Mathieu servit une réinterprétation de la bouillabaisse traditionnelle qui émerveilla les invités. « Vous faites quelque chose de révolutionnaire », commenta une cliente durant l'événement. « Ce n'est pas seulement à propos de la nourriture, c'est à propos de préserver notre mémoire affective. » Les réseaux sociaux du restaurant, administrés avec soin par Pierre pendant son temps libre, commencèrent à raconter ses histoires. Chaque publication était une fenêtre sur le processus de création de Racine, montrant les coulisses, les personnes impliquées, les découvertes quotidiennes. « Regardez tous ces commentaires », montra-t-il à Élodie un soir, après avoir publié l'histoire de Monsieur Jacques et ses fromages artisanaux. Les gens sont assoiffés d'authenticité. Louise, inspirée par l'implication de la communauté, proposa une idée innovante. Un mur où les clients pourraient se partager leurs propres souvenirs gastronomiques. « Nous pourrions l'appeler « Saveur de la mémoire », suggéra-t-elle. Chaque histoire pourrait inspirer de futurs plats sur le menu. Le mur, installé sur une paroi près de l'entrée, se remplit rapidement de cartes colorées avec des histoires émouvantes. « Ma grand-mère faisait un gâteau de maïs qui parfumait toute la rue », écrivit une dame. « L'odeur du café de l'après-midi, chez elle, est mon souvenir le plus précieux. » Élodie réalisa que Racine devenait bien plus qu'un restaurant. C'était un gardien de mémoire, un point de rencontre d'histoires et d'affection.
chaque défi surmonté, chaque nouveau soutien reçu, renforçait la certitude qu'ils étaient sur le bon chemin. Un après-midi, en supervisant l'installation des derniers équipements de la cuisine, Élodie trouva une note pliée qui était tombée de l'un des vieux livres. La calligraphie délicate racontait l'histoire d'un dîner spécial où une famille entière s'était réunie pour célébrer la vie. Ce petit morceau de papier jauni cristallisait exactement ce que Racine représentait: la capacité de la gastronomie à unir les gens et à créer des moments inoubliables. Le jour précédent l'inauguration officielle de Racine se leva avec une énergie spéciale dans l'air. L'hôtel particulier, complètement restauré, resplendissait sous le soleil du matin. Les nouvelles installations électriques fonctionnaient parfaitement, et l'arôme des premières fournées de pain se répandait dans les couloirs. Élodie arriva avant l'aube, portant une boîte avec les derniers éléments de décoration. Au grenier, elle ouvrit une fois de plus le coffre qui avait changé sa vie, retirant soigneusement certains des livres les plus significatifs pour les exposer sur une étagère spéciale dans la salle principale. « On dirait que c'était hier que nous avons trouvé ça », dit Mathieu, qui était arrivé juste après pour commencer les préparatifs dans la cuisine. Son uniforme impeccable contrastait avec les cernes qui trahissaient des nuits blanches à finaliser le menu. L'équipe commença à arriver peu à peu. Louise organisait la cave à vin climatisée, disposant les bouteilles avec la précision de quelqu'un qui arrange un musée. « Chaque étiquette a sa place spéciale », expliquait-elle, tout comme chaque histoire que nous allons raconter ici. Claire parcourait la salle en ajustant chaque détail. L'angle parfait des couverts, la hauteur exacte des bougies sur les tables, la disposition des arrangements de fleurs locales. Dans ses mains, un bloc-notes avec la liste des réservations, pour le lendemain soir, montrait déjà une salle complète. Au bar, Pierre faisait les derniers ajustements à ses créations. « Goûtez ça », appela-t-il, servant de petites doses d'un liquide ambré dans des verres délicats. C'est une infusion de cognac avec des pommes, inspirée d'une recette que j'ai trouvée dans les vieux carnets. Madame Cécile arriva en milieu de matinée, apportant avec elle l'arôme familier de son gâteau de maïs. « J'ai pensé que vous aviez besoin d'un petit déjeuner consistant », sourit-elle, observant fièrement le mouvement de l'équipe. Élodie embrassa sa mère, sentant des larmes se former au coin de ses yeux. « Merci maman, pour tout, pour ne jamais m'avoir laissé abandonner. Tu as toujours été spéciale, ma fille, » répondit Madame Cécile, caressant son visage. « Depuis toute petite, quand tu te mettais sur la pointe des pieds pour m'aider dans la cuisine, je savais que tu avais un don. » La matinée avança au milieu des derniers préparatifs et des tests finaux. Chaque membre de l'équipe avait apporté quelque chose de personnel pour ajouter au mur des souvenirs, des photos de famille, de vieilles recettes, de petits objets chargés de signification. « Regardez ce que j'ai trouvé », dit Élodie, déballant soigneusement un petit pilon en bois. « Il appartenait à ma grand-mère. Elle disait toujours qu'un bon assaisonnement a besoin d'amour pour être pilé. » En début d'après-midi, Béatrice arriva pour une dernière inspection. Ses yeux brillaient de satisfaction, tandis qu'elle parcourait chaque espace. « Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici », déclara-t-elle. « Quelque chose qui va bien au-delà de la gastronomie. » L'équipe se réunit dans la cuisine pour un moment spécial. Le test final du menu d'inauguration. Chaque plat qui sortait des mains de Mathieu était une œuvre d'art qui conjuguait technique et émotion. Cette sauce, expliqua-t-il, servant un plat de poisson avec un beurre blanc, est faite exactement comme nous l'avons découvert dans les notes du coffre, mais avec une touche contemporaine dans la finition. Tandis qu'il goûtait chaque création, Élodie observait les réactions de son équipe. Ce n'étaient pas simplement des employés, c'était une famille. Chacun avait mis son âme dans le projet, surmontant des défis et partageant des rêves. En fin d'après-midi, quand les derniers rayons de soleil peignaient le ciel de Paris, l'équipe se réunit dans la salle principale pour un toast spécial. Pierre avait préparé un cocktail unique pour le moment, utilisant des fruits et des herbes du jardin de l'hôtel particulier. « À Racine », proposa Élodie, levant son verre. « Pas seulement au restaurant, mais à chaque personne qui a fait partie de ce voyage, à chaque histoire que nous allons raconter, à chaque souvenir que nous allons créer. » Le tintement des verres résonna dans la salle, tandis que le crépuscule s'installait. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir les lumières de Paris commencer à briller, comme des étoiles naissant dans la ville merveilleuse. Le jour de l'inauguration de Racine se leva avec une brise douce soufflant dans les rues du Marais. Élodie se réveilla avant le réveil,
son cœur battant dans un mélange d'anxiété et d'excitation. Dans le miroir, elle ajusta le nouvel uniforme dessiné spécialement pour l'occasion, un ensemble élégant au ton terreux, avec des détails qui rappelaient l'architecture de l'hôtel particulier. Dans la cuisine de la maison, Madame Cécile était déjà debout, préparant un petit déjeuner spécial. « Aujourd'hui est ton jour, ma fille », dit-elle, servant une tasse fumante. « Mais rappelle-toi, tu as déjà gagné simplement en étant arrivée jusqu'ici. » En arrivant au restaurant, Élodie trouva Mathieu déjà en pleine activité. La cuisine bouillonnait avec la préparation des mises en place, chaque ingrédient méticuleusement séparé et préparé. Le chef était arrivé à l'aube pour commencer les processus les plus longs. « Les fournisseurs ont déjà tout livré », informa-t-il, fier. Monsieur Jacques a apporté personnellement les fromages les plus affinés de sa production. Il a dit qu'il les avait gardés spécialement pour aujourd'hui. Louise organisait les derniers détails de la cave, vérifiant la température de chaque vin. Dans ses mains, la carte des vins ressemblait plus à un livre d'histoire, chaque page racontant la trajectoire de producteurs français passionnés. Pierre donnait les touches finales au bar, ses créations disposées dans des bouteilles artisanales, chacune avec une étiquette manuscrite expliquant l'histoire derrière le « cocktail ». Celui-ci, montra-t-il, est un hommage à la première recette que nous avons trouvée dans le coffre. Claire coordonnait l'équipe de service, réalisant les dernières formations. Chaque serveur connaissait non seulement le menu, mais l'histoire. Derrière chaque plat, chaque ingrédient, chaque technique. L'après-midi, les premières livraisons de fleurs commencèrent à arriver. Toutes des fleurs françaises natives, choisies avec soin pour composer la décoration. L'arôme sylvestre se mélangeait aux parfums qui venaient de la cuisine, créant une atmosphère unique. Les premiers invités commencent à arriver dans 2 heures, annonça Claire, consultant sa montre. La liste des réservations était impressionnante. Critiques gastronomiques, chefs renommés, personnalités de la ville et principalement des habitants du quartier qui avaient soutenu le projet depuis le début. Élodie réunit toute l'équipe pour un dernier briefing. Au centre de la salle, sous le lustre restauré, ses yeux brillaient d'émotion. « Aujourd'hui n'est pas seulement l'inauguration d'un restaurant », commença-t-elle. « C'est la célébration d'un rêve collectif. Chacun d'entre vous a mis son cœur dans ce projet. » Les paroles furent interrompues par un mouvement à l'entrée. Béatrice arrivait accompagnée par un groupe de personnes. « J'ai apporté une surprise », annonça-t-elle. C'était l'équipe de l'Ancien Magnifique, incluant Sophie, son ancienne collègue. « Nous ne pouvions pas manquer ce moment », dit Sophie, embrassant Élodie. « Tu nous as tous inspirés. » Le soleil commençait à se coucher quand les premiers invités arrivèrent. L'hôtel particulier était éblouissant. Les lumières douces mettaient en valeur les détails architecturaux. Le mur des souvenirs brillait avec ses histoires, et l'arôme qui venait de la cuisine était une invitation irrésistible. À l'entrée, une plaque discrète racontait l'histoire du coffre trouvé dans le grenier. À côté, dans une vitrine spéciale, certains des livres et carnets les plus significatifs étaient exposés, leurs pages jaunies témoignant de décennies d'histoire gastronomique. La soirée commençait, et avec elle, un nouveau chapitre dans l'histoire de Racine et de tous ceux qui en faisaient partie. Le rêve d'une jeune serveuse s'était transformé en réalité, non seulement pour elle, mais pour toute une communauté qui avait cru au pouvoir transformateur de la gastronomie. Racines pulsait de vie et d'énergie, tandis que les invités arrivaient dans un flux constant. Le murmure joyeux remplissait la salle principale, où Élodie accueillait personnellement chaque personne qui franchissait la porte centenaire de l'hôtel particulier. « Bienvenue à Racine », répétait-elle avec sincérité à chaque nouveau visage, sentant son cœur déborder de joie en voyant l'espace prendre vie exactement comme elle l'avait rêvé. Dans la cuisine, Mathieu orchestrait son équipe avec la précision d'un chef d'orchestre. Les fourneaux allumés dansaient avec des flammes contrôlées, tandis que des arômes séduisants s'échappèrent des casseroles. Chaque plat qui sortait était une petite œuvre d'art, une histoire racontée à travers saveurs et textures. « Première commande de la soirée qui sort », annonça-t-il, ses yeux brillants, en donnant les touches finales à un plat de poisson en papillote. « Souvenez-vous, chaque plat raconte une histoire, chaque saveur porte un souvenir. » Pierre, au bar, enchantait les invités avec ses créations. Ses cocktails n'étaient pas simplement des boissons, mais des expériences sensorielles complètes, avec des mouvements précis et théâtraux
Il préparait chaque boisson comme s'il s'agissait d'une présentation artistique. « Voici les souvenirs du terroir », expliquait-il à un groupe fasciné, tout en finalisant un cocktail avec une fumée d'herbe. Inspiré des notes que nous avons trouvées sur les boissons médicinales de Provence. Louise circulait dans la salle avec grâce et connaissance, suggérant des accords surprenants. Ce vin, expliquait-elle à un couple, vient d'un petit vignoble familial de Bourgogne. La famille cultive les raisins depuis 3 générations, et chaque bouteille porte cette histoire. Claire coordonnait le service comme si elle dirigeait une danse synchronisée. Chaque serveur se déplaçait avec intention et élégance, présentant les plats avec le même amour et respect avec lesquels ils avaient été préparés. À une table discrète, François Martin, le critique qui avait refusé d'écrire la « critique négative », savourait chaque plat avec une expression de plaisir sincère. À ses côtés, d'autres critiques gastronomiques importants de la ville échangeaient des regards impressionnés. Madame Cécile, élégante dans sa nouvelle robe, circulait parmi les invités comme une hôtesse naturelle, partageant des histoires sur la transformation de l'hôtel particulier et le rêve de sa fille. Ses yeux s'embuaient chaque fois qu'elle entendait un compliment sur Élodie. Au milieu de la soirée, un murmure différent commença à circuler dans la salle. Gustave Martin était arrivé, accompagné par son chef international. Contrairement aux attentes, il semblait sincèrement impressionné par l'ambiance. « Mademoiselle Élodie » appela-t-il, s'approchant du bar où elle conversait avec quelques invités. « Je dois admettre, vous avez créé quelque chose de spécial. Ici. » Élodie l'accueillit avec la même hospitalité qu'elle consacrait à tous les clients. « Merci, monsieur Martin. Racine est le fruit de beaucoup d'amour et de travail d'équipe. » Le chef international qui l'accompagnait, un homme à l'expression sérieuse, goûta quelques plats et ne put cacher son enthousiasme. « C'est magnifique !» s'exclama-t-il, après avoir essayé une réinterprétation de la bouillabaisse. « C'est de la haute gastronomie avec une âme. » À mesure que la soirée avançait, les histoires se multipliaient. Le mur des souvenirs recevait de nouvelles contributions, avec des invités émus partageant leurs propres souvenirs gastronomiques. Une dame âgée pleura en reconnaissant une recette exposée. C'était la même que sa grand-mère préparait. Dans un moment particulièrement touchant, Monsieur Jacques, le producteur de fromage, fut présenté aux invités. Ses mains calleuses d'avoir tant travaillé avec le lait tremblèrent d'émotion, tandis qu'il expliquait le processus d'affinage de ces fromages primés. « C'est ça qui fait que Racine est spécial », commenta Béatrice observant la scène. « Ce n'est pas seulement à propos de la nourriture, c'est à propos des personnes, des histoires, des connexions. » Élodie observait tout avec le cœur plein. Chaque sourire, chaque expression de surprise en goûtant un plat, chaque histoire partagée était la confirmation que son rêve non seulement s'était réalisé, mais avait dépassé toutes les attentes. Le lendemain matin de l'inauguration, Élodie arriva tôt à Racine. Le soleil naissant s'infiltrait par les vitraux, créant des motifs colorés sur le plancher en bois. L'hôtel particulier gardait encore les échos de la célébration de la veille, mais se préparait déjà pour son premier jour officiel de fonctionnement. « Avez-vous vu les réseaux sociaux ?» demanda Pierre, arrivant avec sa tablette en main. Les photographies de l'inauguration étaient devenues virales. Les cocktails colorés, les plats élaborés, l'ambiance accueillante, tout était partagé et commenté avec enthousiasme. Mathieu était déjà dans la cuisine, organisant les préparatifs pour le déjeuner. « Regardez ce qui est arrivé », montra-t-il, déballant un paquet. C'était une lettre manuscrite d'un des critiques présents la veille, accompagnée d'une bouteille ancienne de cognac. Pour célébrer la renaissance de la véritable gastronomie française, lut Élodie à haute voix, émue par les mots affectueux. Louise arriva apportant plus de nouvelles. Les réservations pour les semaines à venir étaient complètement pleines et une liste d'attente commençait à se former. « Il y a des gens qui appellent d'autres régions voulant connaître le restaurant », raconta-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Claire organisait les retours des clients de la veille. « Chaque commentaire est plus émouvant que l'autre », dit-elle, montrant un carnet rempli de notes. « Les gens ne parlent pas seulement de la nourriture, ils parlent de l'expérience. Des histoires de comment ils se sont sentis accueillis. » Une surprise spéciale attendait à la porte. Un groupe d'anciens habitants du quartier s'était réuni pour apporter plus d'histoires et de recettes pour les archives du restaurant. Une dame, de plus de 80 ans, apporta un carnet de recettes de son arrière-grand-mère.
Ce carnet a plus de 100 ans, expliqua-t-elle, remettant le trésor familial dans les mains d'Élodie. Et maintenant il appartient à Racine, où je sais que ses souvenirs seront préservés. Béatrice arriva au milieu de la matinée, apportant avec elle un dossier de documents. « Élodie, nous devons parler », dit-elle avec un sourire serein. « J'ai une proposition pour vous. » Dans le bureau récemment décoré, avec vue sur le jardin arrière, Béatrice exposa ses plans. Le succès de Racine avait dépassé toutes les attentes et elle y voyait l'avenir du groupe Moreau. « Je veux que vous assumiez un rôle plus important », déclara Béatrice. « Non seulement comme propriétaire de Racine, mais comme directrice de nouveaux projets du groupe. Votre vision sur l'hospitalité et la gastronomie est exactement ce dont nous avons besoin pour l'avenir. » Élodie sentit le poids de la responsabilité et la grandeur de l'opportunité. « Mais Racine, commença-t-elle, continuera d'être votre cœur et votre base, compléta Béatrice. Mais imaginez pouvoir étendre cette philosophie, créer d'autres espaces qui célèbrent notre culture gastronomique, former de nouveaux professionnels avec ces valeurs. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Cécile, qui apportait une surprise. Elle avait trouvé un autre vieux carnet caché dans un tiroir du grenier, avec des notes sur les fêtes et célébrations qui avaient lieu dans l'hôtel, particulier au début du XXe siècle. « Regardez », montra-t-elle, pointant une page jaunie. « Cet endroit a toujours été un point de rencontre, un espace de célébration de la vie à travers la nourriture. » Élodie feuilleta le carnet avec soin, sentant l'histoire palpiter dans ses mains. Chaque page renforçait sa certitude que Racine était plus qu'un restaurant. C'était un gardien de mémoire, un pont entre passé et présent, un espace de transformation. Les semaines qui suivirent l'inauguration de Racine furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Le restaurant ne s'affirma pas seulement comme un succès gastronomique, mais devint également un point de rencontre culturelle dans le Marais. Tous les soirs, les tables se remplissaient de personnes avides non seulement de bonne nourriture, mais d'histoire et de connexion. Élodie affrontait maintenant un nouveau défi, équilibrer la gestion de Racine avec ses nouvelles responsabilités au sein du groupe Moreau. Béatrice avait été claire sur sa vision. Elle voulait que l'essence de Racine s'étende, touchant plus de vie et préservant plus d'histoire. « Nous devons penser grand, mais sans perdre notre essence », expliqua Élodie lors d'une réunion avec son équipe. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres du bureau, illuminant les visages attentifs de ses collaborateurs les plus proches. Mathieu, qui était devenu plus qu'un chef, un véritable partenaire dans la mission du restaurant, fut le premier à se manifester. Et si nous créions un programme de formation, nous pourrions enseigner aux jeunes cuisiniers non seulement des techniques, mais des valeurs. L'idée alluma une étincelle dans les yeux de tous. Claire commença immédiatement à prendre des notes dans son carnet inséparable. « Nous pouvons utiliser l'espace du premier étage pour les cours pratiques, suggéra-t-elle, et imaginez, chaque élève pourrait rechercher des recettes traditionnelles de sa propre famille. » Louise, qui venait de revenir d'une visite chez de petits producteurs de vin, apporta une autre perspective. « J'ai rencontré tant d'histoires incroyables durant ce voyage. Et si nous créions un réseau de soutien pour les petits producteurs, pas seulement de vin, mais d'ingrédients traditionnels qui sont en train de se perdre. » Pierre, toujours créatif, visualisait déjà les possibilités. Nous pourrions organiser des festivals saisonniers, célébrant des ingrédients spécifiques de chaque région de France. Imaginez un événement dédié uniquement aux fruits de Normandie ou aux épices de Provence. L'énergie dans l'environnement était contagieuse. Élodie observait son équipe avec fierté, voyant comment chacun avait grandi et s'était développé au cours des derniers mois. Racine n'était pas seulement un rêve réalisé, c'était un rêve en constante évolution. Un coup à la porte interrompit la réunion. C'était Madame Cécile, accompagnée par une jeune reporter du plus grand magazine de gastronomie du pays. « Excusez-moi d'interrompre, sourit-elle, mais je pense que vous voudrez voir cela. » La reporter Marie Lambert apportait avec elle l'édition la plus récente du magazine. En couverture, une photo de la salle de Racine pendant un service avec le titre « La Révolution, silencieuse de la gastronomie française ». L'article n'est pas seulement sur le restaurant, expliqua Marie, tandis que tous se réunissaient pour voir le magazine. C'est sur le mouvement que vous avez initié. Depuis l'inauguration de Racine,
D'autres établissements ont commencé à récupérer leurs propres histoires, leurs propres racines. Élodie feuilleta les pages avec soin, lisant des extraits du reportage qui soulignaient non seulement la qualité de la nourriture, mais l'impact social et culturel du projet. Une photo en particulier attira son attention. Monsieur Jacques, le producteur de fromage, enseignant ses techniques traditionnelles à un groupe de jeunes chefs. « C'est plus grand que nous », réfléchit Élodie à voix haute. « Chaque histoire que nous préservons, chaque recette que nous sauvons, chaque personne que nous touchons, c'est comme créer un grand livre de mémoire vivante. » Béatrice, qui était arrivée silencieusement pendant la conversation, s'approcha du groupe. « Et c'est pourquoi nous avons besoin de la prochaine étape, » dit-elle, plaçant sur la table un dossier avec des projets préliminaires. « Que diriez-vous de transformer l'ancien entrepôt de Belleville en un centre de recherche et de préservation de la gastronomie française ?» Les yeux d'Élodie brillèrent en voyant les dessins architecturaux. L'espace était 3 fois plus grand que Racine, avec le potentiel d'accueillir une école, un marché de petits producteurs et un restaurant-école. Le projet du centre gastronomique à Belleville devint rapidement le nouveau défi de l'équipe de Racine. L'ancien entrepôt, avec ses briques apparentes et son plafond haut, gardait un potentiel immense. Élodie passait des heures à parcourir l'espace, imaginant chaque détail, chaque possibilité. « Ici pourrait être la cuisine-école », expliquait-elle à Mathieu, tandis qu'il marchait dans le vaste hangar. « Imagine plusieurs postes de travail, où les élèves puissent apprendre non seulement des techniques, mais l'histoire derrière chaque préparation. » Le chef visualisait déjà l'espace en fonctionnement. « Nous pourrions avoir un potager sur la terrasse », suggéra-t-il, montrant la zone extérieure. Enseigner sur les ingrédients depuis la plantation jusqu'à l'assiette. Louise s'était consacrée à cartographier les petits producteurs à travers toute la France. « J'ai trouvé des familles qui produisent des ingrédients uniques », raconta-t-elle lors d'une réunion. Du safran biologique dans le sud-ouest, des vanilles rares d'outre-mer, des fromages artisanaux en Auvergne. Nous pourrions créer un espace pour qu'ils exposent et vendent leurs produits. Claire développait déjà un programme de bourse d'études. « Je veux atteindre de jeunes talents de communautés défavorisées », expliqua-t-elle. « Des personnes qui ont la gastronomie dans le sang mais n'ont jamais eu l'opportunité d'étudier. » Pierre, toujours innovant, proposa un laboratoire de boissons françaises. « Pas seulement des cocktails, expliqua-t-il, mais un espace pour rechercher et documenter des boissons traditionnelles de chaque région, des fermentations artisanales, des liqueurs maison. » Le projet grandissait organiquement, tout comme Racine avait grandi. Chaque membre de l'équipe contribuait avec des idées, des rêves et son expertise. Le centre ne serait pas seulement un espace d'enseignement et de commercialisation, mais un véritable gardien de la culture gastronomique française. Un après-midi, alors qu'il révisait les plans dans le bureau de Racine, Élodie reçut une visite inattendue. Gustave Martin, son ancien rival, avait pris rendez-vous. « Je sais que notre histoire n'a pas bien commencé, » admit-il, étonnamment humble. « Mais ce que vous avez construit ici m'a fait repenser à beaucoup de choses. J'aimerais collaborer au nouveau projet. » La proposition de Gustave était sincère. Il offrait son expérience en gestion et son réseau de contacts internationaux pour aider à étendre la portée du centre gastronomique. « Nous pouvons créer des ponts entre la gastronomie traditionnelle française et le monde, » expliqua-t-il. Élodie écouta attentivement, voyant comment les personnes pouvaient changer quand elles étaient touchées par l'authenticité et un objectif véritable. « Il y a toujours de la place pour qui veut contribuer, » répondit-elle, tendant la main pour sceller le partenariat. À Racine, la routine restait intense et accueillante. Tous les soirs, le restaurant se remplissait de personnes, d'histoires et de saveurs. Le mur des souvenirs occupait déjà 2 murs entiers, avec des contributions de clients de tout le pays. Madame Cécile, qui participait maintenant activement au projet social du restaurant, coordonnait un groupe de dames qui enseignaient des recettes traditionnelles à de jeunes cuisiniers. « Chaque plat a une histoire, » disait-elle aux élèves, « et vous faites maintenant partie de cette histoire. » Nanné. Soir après le service, Élodie monta jusqu'au grenier de l'hôtel particulier. Le coffre qui avait changé sa vie restait là, maintenant accompagné d'autres carnets et livres donnés par des clients et amis. Elle s'assit sur le plancher en bois, comme elle le faisait dans les premiers jours, et ouvrit
L'un des vieux carnets. Chaque repas est une célébration de la vie, lut-elle sur l'une des pages jaunies. La phrase, écrite il y a des décennies par des mains inconnues, résumait parfaitement tout ce que Racine représentait et tout ce que le nouveau centre gastronomique allait représenter. 6 mois après l'inauguration de Racine, Élodie observait le mouvement du restaurant depuis sa table préférée, près de la fenêtre qui donnait vue sur la ville. Le succès de l'établissement avait dépassé toutes les attentes, mais ce qui l'émouvait le plus étaient les histoires qui naissaient là tous les soirs. Ce soir-là en particulier, le restaurant accueillait un événement spécial, la première. Remise de diplôme de la promotion du programme social de gastronomie. 20 jeunes de quartiers populaires de Paris avaient complété le cours intensif de cuisine traditionnelle française, dispensé par l'équipe de Racine en partenariat avec des institutions d'enseignement. Tu aurais dû voir leur tête dans « La cuisine aujourd'hui », commenta Mathieu s'asseyant à côté d'Élodie durant une pause dans le service. Chacun a préparé un plat spécial de sa famille. Ils ont des histoires incroyables. Le menu de cette soirée était entièrement élaboré par les diplômés. Chaque plat racontait une histoire personnelle, un souvenir familial transformé en haute gastronomie. À l'entrée de la salle, un panneau exposait des photos et témoignages des élèves montrant leur trajectoire. « Mademoiselle Élodie », appela Thomas, l'un des jeunes diplômés, s'approchant timidement de la table. « Je voulais vous remercier. Avant le cours, j'avais honte des recettes de ma grand-mère. Maintenant, je comprends qu'elles sont un trésor. » Louise, qui avait développé un programme spécial d'accords pour la soirée, servait des vins de petits producteurs qu'elle avait découverts dans ses voyages à travers le pays. Chaque bouteille a une histoire aussi riche que les plats, expliquait-elle aux clients. Pierre, au bar, avait créé des cocktails spéciaux inspirés par les histoires des élèves. Celui-ci, montrait-il préparant une boisson avec des fruits d'Alsace, est basé sur les souvenirs d'enfance de Marine quand elle cueillait des fruits avec son grand-père. Claire coordonnait le service avec son élégance habituelle, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard ce soir-là. Durant une pause, elle confia à Élodie. 3 de nos diplômés ont déjà reçu des propositions d'emploi. L'un d'eux va dans un restaurant étoilé à Lyon. Le projet du centre gastronomique à Belleville avançait également. Les travaux de restauration de l'ancien entrepôt étaient presque terminés et la première promotion de l'école professionnelle avait déjà ses inscriptions ouvertes. Le partenariat avec Gustave Martin s'était avéré étonnamment fructueux, apportant une perspective internationale au projet sans compromettre ses racines. La semaine prochaine, nous recevons la visite d'un chef italien, raconta Béatrice, qui était arrivée pour la célébration. Il a été fasciné par notre projet de préservation des techniques traditionnelles. Il veut établir un programme d'échange. Durant l'événement, Madame Cécile circulait entre les tables comme une gardienne de mémoire, partageant des histoires du début de Racine et de la transformation qu'elle avait témoignée dans la vie de sa fille. Ses yeux s'embuaient chaque fois qu'un des jeunes diplômés l'embrassait, l'appelant affectueusement « Mamie ». À la fin de la soirée, après la remise des certificats et beaucoup de larmes de joie, Élodie réunit son équipe originale pour un toast spécial. Au bar, maintenant silencieux, Pierre servit à chacun d'eux un cocktail qu'il avait créé spécialement pour l'occasion. « À l'avenir », proposa Béatrice, levant son verre. « Et aux racines qui nous ont amenés jusqu'ici », compléta Élodie. Observant les visages souriants de son équipe, Élodie ressentit une vague de gratitude. Chacun d'eux avait tellement grandi ces derniers mois. Mathieu développait un livre de recettes qui mélangeait techniques contemporaines et saveurs traditionnelles. Louise était devenue une référence dans le monde des vins français. Pierre était invité à des événements internationaux de mixologie. Claire coordonnait maintenant une équipe 3 fois plus grande que l'original. Sur le mur des souvenirs, désormais une installation permanente qui occupait une grande partie d'un mur, de nouvelles histoires étaient ajoutées quotidiennement. Les clients laissaient non seulement des souvenirs gastronomiques, mais des témoignages de comment Racine avait touché leur vie. Le succès de Racine commençait à inspirer des changements au-delà des murs de l'hôtel particulier. D'autres, restaurants de la ville, initiaient leurs propres projets de récupération de recettes traditionnelles, et de petits producteurs trouvaient de nouveaux espaces pour montrer leur travail. Un matin, alors qu'elle organisait des documents dans son bureau, Élodie reçut un appel inattendu.
C'était le directeur de l'une des plus grandes facultés de gastronomie du pays. « Votre travail à Racine a beaucoup attiré l'attention, dit-il. Nous aimerions vous inviter à donner une conférence sur l'hospitalité et la préservation de la culture gastronomique à nos étudiants. » La nouvelle surprit Élodie. Partager son expérience avec de futurs professionnels du domaine était une responsabilité énorme, mais aussi une opportunité de répandre encore plus les graines que Racine avait plantées. « J'accepte, répondit-elle après un moment de réflexion. Mais j'aimerais amener mon équipe. Chacun a une perspective unique à partager. » La préparation pour la conférence mobilisa tout le restaurant. Chaque membre de l'équipe contribua avec ses expériences et apprentissages. Mathieu sélectionna des vidéos de techniques traditionnelles qu'ils avaient récupérées. Louise prépara une présentation sur la révolution silencieuse des vins français. Pierre organisa une exposition d'ingrédients natifs utilisés dans ses cocktails. Le matin de la conférence, l'auditorium de la faculté était plein. Étudiants, professeurs et professionnels du domaine se pressaient pour entendre l'histoire de Racine. Parmi le public, Élodie reconnut des visages familiers. Certains de ses anciens professeurs, des collègues du Magnifique, même Richard, son ex-directeur, qui semblait sincèrement intéressé. La véritable hospitalité n'est pas de servir des plats parfaits ou de créer des environnements luxueux, commença Élodie, sa voix ferme malgré la nervosité initiale. C'est de créer des connexions, préserver des mémoires, célébrer des histoires. À mesure que l'équipe partageait ses expériences, l'auditorium vibrait d'énergie. Les étudiants posaient des questions avides, prenaient des notes, partageaient leurs propres histoires familiales. « Ce que vous avez construit va bien au-delà de la gastronomie », commenta une professeure pendant le débat. « C'est un mouvement de préservation culturelle. » Après la conférence, tandis qu'elle conversait avec quelques étudiants, Élodie fut surprise par une jeune femme qui se présenta comme Julie, étudiante de dernière année. « Votre histoire m'a inspirée, dit-elle émue. Je viens aussi d'une famille de cuisiniers traditionnels, mais je pensais que je devais m'éloigner de ces racines pour être une chef moderne. Maintenant, je comprends que je peux unir les deux mondes. » Sur le chemin du retour vers Racine, Élodie réfléchissait à l'impact qu'une seule décision pouvait avoir. Ce oui qu'elle avait donné à Béatrice, des mois auparavant, avait déclenché une série de transformations qui touchaient maintenant de plus en plus de vie. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Mathieu, qui conduisait la voiture. « Chaque personne qui entend notre histoire emporte un petit morceau avec elle, et ainsi les racines se répandent. » En arrivant au restaurant, ils trouvèrent une surprise. Les employés avaient organisé une petite célébration. Au centre de la salle, une table était dressée avec des plats préparés par chaque membre de l'équipe, chacun représentant une histoire personnelle. Le printemps arrivait à Paris, apportant avec lui une brise parfumée qui envahissait l'hôtel particulier de Racine à travers les fenêtres ouvertes. Élodie organisait quelques documents dans son bureau quand Béatrice entra, portant une expression qui mêlait satisfaction et nostalgie. « Je dois te parler, » dit l'élégante dame, s'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre. « Le moment approche où je vais prendre ma retraite. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. Béatrice était devenue bien plus qu'une mentor. C'était une seconde mère, une partenaire qui avait cru en ses rêves quand peu le faisaient. « Le groupe Moreau a besoin d'une nouvelle direction, » continua Béatrice, sa voix sereine. « Quelqu'un qui comprenne non seulement les affaires, mais les personnes. Quelqu'un qui sache que la gastronomie est bien plus que des chiffres sur une feuille de calcul. » La proposition flottait dans l'air comme l'arôme des épices qui montaient de la cuisine. Élodie sentit le poids de la responsabilité, mais aussi l'émotion de la possibilité. « Mais Racine, » commença-t-elle. « Continuera d'être ton cœur, » compléta Béatrice, « comme mon premier restaurant l'a été pour moi. Mais pense à toutes les autres Élodies qui existent là-bas, attendant une opportunité. Pense à toutes les histoires qui ont encore besoin d'être préservées. » La conversation fut interrompue par une agitation venant de la salle principale. Un groupe de touristes japonais, guidés par Claire, observait émerveillé le mur des souvenirs. L'une des visiteuses, une dame âgée, pleurait, émue en reconnaissant une technique de préparation de poissons similaire à celle que sa grand-mère utilisait. « Tu vois ?» sourit Béatrice. « La nourriture connecte les personnes à travers le temps et l'espace. C'est un langage universel. » Ce
Soir-là, après le service, Élodie réunit son équipe principale pour partager la nouvelle. Dans le jardin arrière de l'hôtel particulier, sous un ciel étoilé et entouré par l'arôme des herbes fraîches, chacun exprima ses pensées. « Tu as construit quelque chose d'extraordinaire ici, » dit Mathieu, sa voix chargée d'émotion. « Maintenant, tu peux aider d'autres à construire leurs propres rêves. » Louise, toujours pratique, visualisait déjà les possibilités. Imagine combien d'autres petits producteurs nous pourrons aider. Combien d'autres traditions nous pourrons préserver. Pierre, servant l'un de ses cocktails spéciaux dans des verres délicats, ajouta « Racine n'est pas seulement un lieu, c'est une philosophie, et cette philosophie peut se répandre. » Claire, qui avait tellement grandi professionnellement ces derniers mois, compléta « Tu nous as appris que l'hospitalité véritable vient du cœur. Maintenant, tu peux enseigner cela à une plus grande échelle. » Madame Cécile, qui participait silencieusement à la réunion, observait sa fille avec des yeux embués. « Ton père serait si fier, murmura-t-elle, serrant la main d'Élodie. La décision n'était pas facile, mais Élodie savait que c'était la prochaine étape naturelle. Racines était devenu bien plus qu'un restaurant, c'était un mouvement de préservation et de renouveau de la culture gastronomique française. La semaine suivante, l'hôtel particulier accueillit un événement spécial, un dîner qui réunissait les chefs de divers restaurants du groupe Moreau. C'était la première fois qu'Élodie les rencontrait, non pas comme la propriétaire de Racine, mais comme leur futur leader. « Chacun de vous a une histoire unique, dit-elle, s'adressant aux chefs réunis. Et chaque histoire mérite d'être préservée et célébrée. L'avenir de la gastronomie n'est pas d'effacer le passé, mais de construire des ponts entre tradition et innovation. » Le dîner se prolongea tard dans la nuit, chaque chef partageant ses expériences, ses rêves et ses préoccupations. Élodie écoutait attentivement, visualisant déjà comment elle pourrait aider chacun d'eux à trouver sa propre voie, son propre chemin. L'automne était arrivé, et avec lui, une nouvelle phase dans la vie de Racine et de tous ceux qui faisaient partie de son histoire. Le centre gastronomique à Belleville était sur le point d'être inauguré, et Élodie partageait son temps entre les deux projets avec la même dédicace qu'auparavant. Un après-midi, tandis qu'elle supervisait les derniers détails du nouvel espace, Élodie reçut une visite inattendue. C'était Julie, la jeune étudiante qui s'était présentée après sa conférence à la faculté de gastronomie. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-elle, sortant de son sac un vieux carnet. « Ce sont les recettes de ma grand-mère. Elle était originaire de Bretagne et avait un don spécial pour la cuisine. Après votre conférence, j'ai décidé de récupérer ce trésor familial. » Élodie feuilleta le carnet avec soin, reconnaissant, dans les pages jaunies, le même amour pour la cuisine qu'elle avait trouvé dans le coffre de Racine. « Aimeriez-vous faire partie de notre programme de préservation de recettes traditionnelles ?» invita-t-elle. Le visage de Julie s'illumina. « Ce serait un honneur, » répondit-elle, émue. « Ma grand-mère disait toujours que la nourriture est la meilleure façon de maintenir une famille unie. Maintenant, je comprends qu'elle parlait d'une famille bien plus grande. » À Racine, la vie suivait son cours, mais avec de nouveaux éléments. Mathieu avait assumé plus de responsabilités dans la cuisine, mettant en œuvre un programme de mentorat pour jeunes chefs. Chaque stagiaire était encouragé à rechercher ses propres racines culinaires. Louise avait étendu son travail avec les petits producteurs, créant un réseau de soutien qui s'étendait déjà sur 3 régions. Chaque vignoble familial que nous découvrons est comme trouver une nouvelle page de notre histoire, expliquait-elle. Pierre avait transformé le bar en un centre de recherche de boissons traditionnelles françaises. Ses cocktails originaux incluaient maintenant un QR code qui menait à de petits documentaires sur l'origine de chaque ingrédient. Claire coordonnait non seulement le service, mais aussi un programme de formation en hospitalité qui attirait des professionnels de tout le pays. L'hospitalité est une forme d'amour, enseignait-elle à ses élèves. C'est faire en sorte que chaque personne se sente chez elle, même loin de chez elle. Un soir spécial, tandis que le restaurant bouillonnait de son énergie accueillante, habituelle, Élodie observait le mouvement de la salle. Aux tables, des histoires continuaient d'être créées et partagées. Sur le mur des souvenirs, de nouvelles contributions s'ajoutaient aux anciennes, créant une mosaïque vivante d'expériences. Madame Cécile, qui partageait maintenant son temps entre Racines et des projets sociaux avec les aînés du quartier, s'approcha de sa fille. «
C'est ce qui me rend le plus fier, dit-elle embrassant Élodie. Voir comment tu as transformé un licenciement injuste en quelque chose de tellement plus grand que nous tous. Le coffre qui avait tout initié demeurait dans le grenier, maintenant partie d'une collection plus vaste qui incluait des contributions de clients, d'employés et de partenaires. Chaque objet racontait une histoire, chaque recette gardait un souvenir, chaque page jaunie préservait un morceau de l'âme française. Au centre gastronomique de Belleville, sur le point d'être inauguré, une plaque discrète près de l'entrée résumait la philosophie qui était née dans cet hôtel particulier du Marais. Chaque repas est une histoire, chaque saveur est un souvenir, chaque table est une rencontre de générations. Élodie sourit, se rappelant du jour où elle avait servi Béatrice pour la première fois au Magnifique. Qui aurait pu imaginer que ce moment d'humiliation se transformerait en début d'un voyage aussi extraordinaire? Le soleil se couchait à l'horizon parisien, peignant le ciel avec des tons d'orange qui rappelaient les flammes douces des fourneaux de Racine. Dans la cuisine, une nouvelle promotion de jeunes apprentis se préparait pour une autre soirée de service, chacun portant avec lui ses propres histoires, ses propres rêves, ses propres racines prêtes à fleurir. Un an s'était écoulé depuis l'inauguration de Racine. L'hôtel particulier du Marais, désormais un point de référence dans la ville, se préparait pour une célébration spéciale. Élodie avait décidé que l'anniversaire du restaurant serait plus qu'une fête. Ce serait un hommage à toutes les personnes qui avaient fait partie de cette histoire. Chaque table racontera une histoire différente, expliqua-t-elle pendant la réunion de planification. Je veux que chaque personne qui est passée par ici cette année sente qu'elle fait partie de cette famille. L'équipe accueillit l'idée avec enthousiasme. Mathieu proposa un menu dégustation qui réunissait les plats les plus significatifs de l'année, chacun avec sa propre narration. Nous allons inclure des recettes de nos élèves du programme social aussi, suggéra-t-il. Après tout, ils font partie de notre héritage. Louise prépara une carte des vins spéciale, mettant en valeur les petits producteurs qui avaient grandi avec Racine. Certains d'entre eux ont commencé en vendant seulement pour nous, raconta-t-elle, fière. Maintenant, ils sont une référence nationale. Pierre transforma le bar en un musée vivant d'histoires liquides. Chaque cocktail de la soirée serait inspiré par un souvenir partagé par des clients au long de l'année. « Regardez celui-ci », montra-t-il, préparant une boisson avec des fleurs de tilleul. Il est basé sur l'histoire d'un couple qui a eu son premier rendez-vous ici, sous le tilleul du jardin. Claire coordonna une exposition photographique qui documentait les moments les plus marquants de la première année. Les images, capturées par des photographes locaux, montraient non seulement des événements importants, mais aussi les petits moments du quotidien qui faisaient que Racine se soit spécial. La veille de la célébration, tandis que l'équipe finalisait les préparatifs, Élodie monta jusqu'au grenier. Le coffre qui avait tout commencé restait là, maintenant accompagné par des dizaines d'autres trésors donnés par des clients et amis. Elle s'assit sur le plancher en bois, comme elle le faisait dans les premiers jours, et ouvrit l'un des carnets les plus récents. « Chère Élodie, lut-elle, reconnaissant la calligraphie de Béatrice, quand je t'ai vue pour la première fois, au Magnifique, j'ai reconnu dans tes yeux quelque chose de rare. La capacité de voir au-delà de l'évident, de transformer la nourriture en connexion, le service en art. Racine n'est pas seulement un restaurant, c'est la preuve que les rêves, quand ils sont arrosés d'amour et de détermination, peuvent nourrir de nombreuses âmes. La nuit de la célébration arriva, apportant avec elle une énergie spéciale. L'hôtel particulier était décoré avec des fleurs locales et des photographies qui racontaient l'histoire du lieu. Chaque table avait reçu un numéro et un petit livre où les clients pourraient enregistrer leurs propres souvenirs. Les invités commencèrent à arriver. Fournisseurs qui avaient cru au projet depuis le début, clients qui étaient devenus des amis, jeunes chefs qui avaient trouvé leur vocation à travers le programme social, familles qui avaient célébré des moments spéciaux là. Monsieur Jacques, le producteur de fromage, arriva en apportant une pièce spéciale qu'il avait gardée pendant des mois pour l'occasion. « Celle-ci a l'âge de Racine », plaisanta-t-il. « Elle a mûri en même temps que le restaurant. » Madame Françoise, la boulangère du coin qui avait tant soutenu le projet, apporta un pain tressé géant, décoré avec des graines qui formaient le mot « Racine ». « C'est la recette de mon arrière-grand-mère », expliqua-t-elle. « J'ai pensé que c'était le bon moment de la partager. » Les anciens élèves du programme social
maintenant des professionnels établis dans divers restaurants de la ville, organisèrent une surprise. Chacun prépara un plat qui représentait son propre voyage de découverte dans la gastronomie. Durant la soirée, des histoires étaient partagées, des rires résonnaient dans les couloirs, et de nouveaux souvenirs étaient créés. Le mur des souvenirs, occupant maintenant 2 murs entiers, recevait de nouvelles contributions à chaque instant. Au centre de la salle, Élodie observait la célébration avec le cœur débordant de gratitude. Racines était devenu bien plus qu'un restaurant. C'était un mouvement de préservation et de renouveau de la culture gastronomique française, un point de rencontre des générations, un gardien de mémoire. Béatrice, qui observait tout avec son habituel sourire serein, s'approcha. « Es-tu prête pour le prochain chapitre ?» demanda-t-elle, se référant à la future transition d'Élodie vers la direction du groupe Moreau. « Grâce à toi, j'ai appris qu'être prête ne signifie pas avoir toutes les réponses, » répondit Élodie. « Cela signifie avoir le courage de poser les bonnes questions et l'humilité d'apprendre de chaque réponse. » Le centre gastronomique à Belleville prospérait avec des classes complètes de jeunes apprentis et une liste d'attente qui ne cessait de croître. Le projet de préservation de recettes traditionnelles avait déjà catalogué plus de 1000 préparations de différentes régions du pays. Mathieu, qui partageait maintenant son temps entre Racines et le centre de formation, était devenu une référence en recherche gastronomique. Son travail de récupération de techniques traditionnelles inspirait une nouvelle génération de chefs à regarder leurs propres racines. Louise avait transformé sa passion pour les vins français en un mouvement national. Son réseau de petits producteurs s'étendait maintenant dans tout le pays, créant une carte vivante de la production vinicole nationale. Pierre, avec son talent pour connecter les gens à travers des histoires liquides, développait un projet pour documenter des boissons traditionnelles en risque de disparaître. Chaque recette récupérée était une victoire de la mémoire sur l'oubli. Claire avait créé sa propre méthode de formation en hospitalité, basée non sur des règles rigides, mais sur des connexions humaines authentiques. Ces cours attirèrent des professionnels de divers pays, désireux d'apprendre comment transformer le service en art. Madame Cécile, observant le succès de sa fille, se rappela les nuits où Élodie rentrait épuisée du magnifique, mais ne cessait jamais d'étudier. « Tu as toujours eu cela en toi, » dit-elle, embrassant sa fille. « Tu avais juste besoin de la bonne opportunité pour t'épanouir. » À la fin de la soirée, quand les derniers invités partaient, Élodie réunit son équipe originale dans le jardin arrière. Sous le même ciel étoilé qui les avait abrités lors de tant de réunions importantes, ils portèrent un toast non seulement au passé, mais à l'avenir qu'ils construisaient ensemble. « Chaque personne qui passe par ces portes, » dit Élodie, « emporte avec elle un morceau de notre histoire et nous laisse un morceau de la sienne. C'est ainsi que nous grandissons, c'est ainsi que nous nous transformons. » Racines continuerait d'être son cœur, son port d'attache, le lieu où tout avait commencé. Mais maintenant, il était temps de répandre ses graines, d'aider d'autres rêves à fleurir, de transformer plus d'histoires en héritage. Le lendemain matin, quand le soleil naissant peignait l'hôtel particulier de tons dorés, Élodie trouva un nouveau carnet sur son bureau. Sur la première page, un message de Béatrice résumait parfaitement le voyage qu'elles avaient partagé. La véritable hospitalité est comme un arbre majestueux. Ses racines s'enfoncent dans le sol de la tradition, tandis que ses branches s'étendent vers l'avenir.